Ah bah, très bien, on va pouvoir commencer alors. Alors c'est un live émotion, comme à l'accoutumée, Mm. et nous allons parler d'activités autour des émotions. Parce que je crois que tu as organisé un atelier très récemment et tu vas peut-être nous parler de ce que tu as pu faire dans cet atelier, qui pourra Oui, inspirer d'ailleurs les parents et même les professionnels. Donc je te laisse la parole. merci. Euh, oui, donc effectivement, j'ai mis des ateliers sur les émotions régulièrement au cabinet. Et samedi, j'ai proposé, entre autres, aux enfants, alors on le divise généralement en 3 temps cet atelier, un temps lecture, un temps jeu et un temps création. Et sur le temps création, entre autres, on a fait le thermomètre de la colère. Et je trouve ça vraiment intéressant et j'avais envie de le partager là parce que je trouve ça, là, il y a les vacances scolaires qui arrivent, on a généralement plus de temps avec les Ah enfants. bon? Euh, généralement, c'est pas toujours le cas. Des fois, surtout la période des fêtes, hein, c'est un Ah peu oui? court. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez plus de temps, ça peut être l'occasion, je trouve, à la fois d'un beau moment de partage pendant la création, et je trouve que cet outil, il est ensuite intéressant aussi dans l'après-coup. Donc, je me suis inspirée de ce livre-là que j'aime beaucoup, Le grand imagier Montessori des émotions, dans lequel l'auteur, Marine Duvaudy, présente pour chaque émotion, et dans chaque émotion, elle présente un thermomètre comme ça. Euh, donc Oui. là, par exemple, le thermomètre de la colère, et donc là, on est à 0, et là, on est à 10. Donc là, on n'a pas du tout de colère, et puis là, on est très, très, très en colère. Et je trouve ça hyper intéressant de fabriquer ça avec les enfants. Alors moi, ce que je leur fais faire, c'est que je leur fais dessiner sur une feuille cartonnée, euh, et donc, il le dessine, il le colorie. Alors là, ce qu'on a fait samedi, c'était en bas, c'était du rouge clair, et puis en haut, c'était du rouge très foncé. On le numérote. Bon, après, selon l'âge de l'enfant, à adapter, évidemment. Euh, et alors, généralement, ils prennent beaucoup de plaisir à le construire. Et donc, on écrit aussi le nom de l'émotion. Ça, les enfants de maternelle adorent écrire mais avec les lettres. Il faut évidemment leur épeler. Mais ceux de moyenne section, grande section aiment bien écrire les mots. Les autres, ça peut être avec des gommettes lettres aussi, hein, pour écrire. Voilà. Et ce qui est génial, je trouve, avec ça, c'est qu'une fois qu'on a ça à la maison, dès qu'on sent notre enfant un peu agacé, frustré, ça peut être de lui dire ah bah va chercher ton thermomètre des émotions là, montre-moi où tu es là sur ton thermomètre. Donc c'est génial quand ils sont très en colère, mais c'est aussi génial quand ils sont un tout petit peu en colère justement, parce que ces colères-là, ces petits agacements-là, on les laisse souvent passer. Et alors que s'ils le nomment, qu'ils disent ah bah, je suis en colère, je suis un peu en colère, et ben ça permet de pouvoir nommer l'émotion et du coup la soulager et faire en sorte que ça ne s'accumule pas, parce que Oui. finalement c'est les grosses crises de colère, c'est quand ça s'accumule. Donc je trouve ça intéressant pour ça. Généralement, ils jouent le jeu. Les enfants adorent. Ils vont chercher leur thermomètre, ils vont montrer aux parents. Mm. Donc, je trouve Alors, ça. je tiens à Ah, préciser une chose. Alors, il y a une question intéressante sur l'association couleur ouais. et émotion. Alors, en effet, il vaut mieux que ce soit l'enfant qui choisisse et que les couleurs ne soient pas forcément fixées. Mm, Parce que sinon, effectivement, si la colère est associée automatiquement à du noir ou à du rouge, peut-être qu'à chaque fois que l'enfant va croiser quelque chose de cette couleur, il risque de penser à cette émotion aussi. Qu'est-ce que tu en mm. penses? Et par rapport à ça, justement, ce matin, je sais pas si tu as vu, j'ai posté une vidéo sur un petit outil où il y a des petits personnages comme ça, là. Ouais, j'ai vu Et ça. justement, là, par exemple, les couleurs sont différentes. Et Mm, donc, l'émotion est la même, mais les couleurs mm. sont différentes, du coup. Et donc là, bon, tu t'es basé sur le rouge. Oui, je tiens à préciser également une chose, c'est que tu travailles la colère au calme. Oui, parce que, Je tiens à le préciser. ben oui, au Parce calme, que, parce notre cerveau est en capacité voilà. de comprendre les choses quand on n'est pas submergé par Voilà. l'émotion, sinon on ne comprend Parce rien. que on va faire une petite simulation. Si je suis comme ça, et que vous me dites, allez, viens, viens, on va dessiner ton baromètre ou tu vas nous dire où tu en es. Ça marche pas, Non, en fait. Donc, on c'est peut ça. pas. Donc c'est Ça vient du cerveau, on peut pas le faire. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas une activité à faire c'est surtout pas une activité à créer quand l'enfant est en colère. C'est une activité, on a, je sais pas, moi, un mercredi après-midi, tiens, Oui. et si on dessinait un thermomètre de la colère, on peut le faire avec la joie aussi, hein, c'est intéressant, avec la peur, avec plein de choses, hein, enfin, plein d'émotions différentes. Mais un par un, généralement, c'est mieux. Et de leur faire et de leur expliquer à quoi ça va servir et de le faire au calme. Et après, effectivement, ils peuvent aller chercher leur Mm. thermomètre, mais ils
d'eux-mêmes. Hein. Généralement, ils vont chercher le thermomètre, ils viennent montrer, ils disent oh ouais, pour montrer, pour qu'on prenne en compte leur colère justement quand elle n'est pas au max, parce qu'on a ce défaut-là des fois en tant qu'adulte de prendre leur colère en compte que quand ça nous dérange finalement, que quand ça fait trop de bruit. Donc les enfants s'adaptent aussi, hein, et c'est génial, ils viennent nous voir et ils viennent nous montrer, oh là je suis en colère, alors je suis peut-être pas à 10, mais je suis à 3. Et c'est hyper important quand ils font ça justement de leur dire et de vraiment prendre ça en compte, quoi. Ah, je vois que t'es à 3. Oh, bah, t'as l'air d'être en colère. Ah, bah, merci de me le montrer. Ok, c'est quoi qui t'a rendu, est-ce que tu veux m'expliquer ce qui t'a rendu en colère comme ça, si l'enfant est d'accord pour en parler, mais au minimum de pouvoir accueillir, la colère de l'enfant. Et je trouve ça intéressant aussi qu'on joue le jeu en tant que parents. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on se sent à un moment donné un peu agacé, un peu ou beaucoup agacé, d'aller, tiens, tu veux pas aller me chercher ton thermomètre là? Et là, tu vois, là, je suis ici. Non pas, je suis ici, fais attention, pas ça, mais Oui. en mode, bah tu vois là, je suis ce soir, je suis déjà un peu agacée parce que j'ai eu, je sais pas, un problème au travail ou peu importe. Donc là, je sens que mon niveau de colère est un peu élevé. C'est intéressant de pouvoir s'habituer à mettre finalement les émotions dans le quotidien et d'habituer nos enfants à en parler et de s'habituer aussi en tant qu'adultes, euh, voilà, à les nommer aussi. Alors ça peut être avec les chiffres. Je vois quelqu'un qui pose la question. Ça peut être Oui. avec les chiffres, mais on peut le faire aussi avec Et à des partir de flèches. quel âge, du coup? On peut le faire très tôt. Alors vraiment, il s'agit de s'adapter pour la création en tant que telle. Ça, l'âge idéal, ça va être, je sais pas moi, moyenne section, grande section, donc 4-5 ans, à partir de 4-5 ans. Les enfants de 8 ans aiment bien faire ça aussi. Hein. Et puis de s'adapter. Le thermomètre, ils savent pas forcément le dessiner. On peut dessiner le thermomètre et leur faire colorier en leur sortant différents crayons de couleur rouge, par exemple si on a choisi le rouge, et de pouvoir leur montrer. Mais on peut le faire avec des gommettes aussi, de coller des gommettes dedans. Il s'agit vraiment de s'adapter aux capacités de l'enfant. Les enfants qui commencent à savoir écrire les chiffres sont super contents de pouvoir les écrire. Ceux qui savent pas les écrire, on peut le faire à leur place. Là, samedi, par exemple, c'était des petites filles de 4 ans. Je leur ai fait et c'est OK. Mais elles ont compris le principe. C'est ça, en fait, l'idée. Et cerise sur le gâteau, c'est génial quand on a des petites gommettes. Moi, j'adore Oui. les petites gommettes qui brillent comme ça. Ah, ce genre de gommette-là ou ce genre de gommette-là. Parce que ça, c'est pour n'importe quelle activité. Si on met ça par-dessus, à côté, les enfants adorent, ils décorent, ils font leurs petits trucs à côté et ils l'investissent beaucoup plus après parce qu'ils trouvent Oui. ça joli, parce qu'ils se sont investis en le créant. L'idée, c'est qu'ils prennent plaisir à le faire. Hein. Mm. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours des petites gommettes comme ça sous la main. Et d'ailleurs, à l'atelier, à chaque fois, ils me demandent, ils me disent, alors, il y a les gommettes. Et quoi que je leur propose, ils finissent toujours par mettre des gommettes dessus. Et ça participe je trouve, au plaisir. Alors moi, je suis très 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 gommette. J'avoue, j'adore ça, donc j'ai tendance à tout le temps en proposer. Mais je sais, et je vois bien que les enfants adhèrent à fond. Hein, et puis c'est joli. Du coup, ça Oui. donne envie d'aller l'utiliser après, parce que l'idée c'est pas de chercher un truc parfait. On cherche pas du parfait, on cherche du plaisir à le créer. Et à partir du moment où il y a le plaisir à le créer et à le regarder, alors l'enfant l'investira après. Alors, du coup, tu les fais contribuer effectivement à la création. Tu vas te substituer si jamais ils ne savent pas au niveau des chiffres, etc. Mais l'idée, effectivement, c'est que ce soit un outil personnalisé. Et même, tu Oui, parlais du parent tout à l'heure, le top serait que le parent fasse aussi son propre outil mais pourquoi pas, pour bien bien sûr. différencier. Et puis, c'est peut-être pas la même échelle non plus. C'est-à-dire qu'un parent peut avoir besoin simplement d'une échelle de 1 à 3, par Mm, exemple. Ou mm, un enfant va plutôt être, s'il est d'accord, hein, de 1 à 5. Voilà. Et on peut aussi mm. passer d'une expression corporelle aussi au baromètre ou au thermomètre en disant si les enfants sont plus petits, avant 4 ans, avant 3 ans, leur dire tu me le montres avec tes mains, la grosseur de ta colère. Et ensuite, on Mm, basculera sur ce type d'outil. Voilà. Mais l'idée, c'est que l'enfant soit sensibilisé sur les premiers signes d'apparition de la colère et de l'énervement. c'est ça. Qu'ils le sentent au tout début, parce C'est que c'est ça. vraiment ça. Je prends souvent cette métaphore des briques où ça s'accumule. On a une petite contrariété, une autre, ça passe, ça va. Après, on a notre seuil d'adaptation. Et il suffit qu'on ait une contrariété de plus, une brique de plus, et ziou, on Oui. dépasse notre seuil d'adaptation. Et c'est là qu'on se met très en colère, aussi bien, il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure très justement, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et Donc Ziou, c'est tu as dit Eziou, hein.
Donc, on peut choisir une autre onomatopée si on veut aussi. À votre guise. C'est Euh, vraiment cette idée de se l'approprier. Mais c'est intéressant de comprendre ce truc-là d'accumulation, oui, parce que plus on nomme nos agacements, finalement, plus on apprend l'enfant à le faire, moins il va exploser en fait. Et c'est utile. Quelqu'un posait la question tout à l'heure mais alors s'il va pas la chercher, est-ce qu'on peut aller la chercher pour lui? Oui, si on le fait avec gentillesse et j'ai envie de dire et bienveillance, c'est-à-dire si on y va et on lui dit ah bah viens, il faut vraiment faire attention à ce truc-là, parce qu'on peut avoir tendance des fois en tant qu'adulte, si nous-mêmes on est agacés par leur colère, de oui, dire bah viens, montre-moi là sur enfin d'y aller un peu en étant nous-mêmes agacés. Donc là ça marche plus et ça enlève de la saveur à l'outil. mm, Donc vraiment d'y aller avec calme et de pouvoir dire ah bah montre-moi là justement dans l'idée de l'accueillir, parce que je le répète et on le dit souvent pendant les lives, plus on accueille l'émotion, plus elle baisse en niveau en fait. Donc plus on va dire montre, juste le fait de dire ben montre-moi où c'est. Déjà on montre à l'enfant qu'on s'intéresse à ce qu'il ressent. Et juste ça, hein, c'est assez étonnant de voir à quel point ça diminue le niveau de l'émotion. oui. Et de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début de ces lives. En effet, l'accueil de l'émotion, ben, en fait, tout simplement, hein, c'est ce qu'on vient d'évoquer là, Mm. c'est se faire le miroir de ce que l'enfant ressent, lui donner un signe de validation, si on veut, validation de son émotion en tout cas, d'accueil de son émotion. Je vois que tu ne te sens pas bien. Si on n'aime pas les mots, c'est pas grave, c'est juste simplement partager un peu d'empathie avec l'enfant en lui disant qu'on est conscient de ce qu'il est en train de traverser. Mm. Et lui-même, ensuite, va l'intérioriser cette technique. Il va être lui aussi conscient de ce qu'il est en train de traverser. En Mm. fait, on a fait aussi en fait, quand on dit à un enfant, je vois que tu ressens de la colère, est-ce que c'est de la colère? Je vois que tu as l'air tendu. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'étayage. Mm. Mm. Et en gros, l'enfant ensuite s'approprie le vocabulaire, les sensations, il va les mettre justement en face de ce vocabulaire, et progressivement, il arrivera de mieux en mieux à verbaliser, et à chaque fois on en parle, mais du coup à faire travailler cette partie du cerveau, le cortex préfrontal, qui va venir de mieux en mieux apaiser le cerveau limbique autour de l'amygdale cérébrale. Voilà. Et Donc d'ailleurs, plus on apprend l'enfant à les nommer, plus ça facilite le c'est ça. développement de ces skills. Donc plus ça les facilite la gestion ensuite, parce que c'est cette partie qui Oui, s'occupe de la gestion des émotions, de la régulation. Donc nommer les émotions, ça permet vraiment à l'enfant d'être plus rapidement en capacité de gérer ses émotions. oui. Alors, et je ne sais pas si tu le fais également dans les activités. Une fois que Mm. le thermomètre est fait et le baromètre est fait, ce qu'on peut faire, Oui, c'est qu'on peut leur faire tester. C'est-à-dire que là, oui. il y a des images comme ça, par exemple, où on voit des enfants en train de se disputer un jouet. Et là, on peut leur demander, bah, si, toi, d'après toi, que ressent ce petit garçon là qui est en train de tirer sur l'objet? Et il va peut-être Mm. dire, bah là, il a l'air d'être en colère, mais vraiment, voilà, au niveau 3 là. Et donc, il va peut-être montrer à ce niveau-là. Et le fait de se baser sur des scènes comme ça va leur permettre d'apprivoiser l'outil et d'apprendre à s'en servir déjà de manière extérieure, en n'étant pas forcément affectés tout de suite eux-mêmes, donc en étant plus dans la réflexion plutôt que dans le ressenti, et en disant et en décryptant, en essayant de décrypter ce qui se passe en dehors de leur corps, mais ça leur servira aussi à eux en termes d'auto-empathie ensuite. Complètement. Et on peut s'amuser à ça aussi à travers d'autres livres, en lisant un Mmh. livre et en disant, à ton avis, ce personnage-là, tu crois qu'il est comment sur le thermomètre? On peut Oui, le faire à travers ça. S'ils accrochent pas sur les livres, on peut même le faire à travers un dessin animé qu'ils aiment bien, pas de patrouille ou je sais pas quoi, peu importe. Ah, mais tu crois qu'il est où là sur le thermomètre? Allez, va chercher ton thermomètre, on va regarder. Et généralement, ils accrochent d'autant plus, hein. oui, tout à fait. Et ça les entraîne effectivement au niveau de l'empathie et Mmh. ça leur permet d'investir cet outil pour eux ensuite. Oui. Et donc on rappelle vraiment, c'est important, ces outils se travaillent au calme. Il Oui. faut vraiment que les enfants se sentent en sécurité, déjà pour leur confection, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils Oui. soient vraiment en Voilà, confiance. c'est Donc j'imagine essentiel. que tu les mets à l'aise, que tu vas peut-être rigoler un peu avec eux avant, etc., qu'ils soient vraiment sereins lorsqu'ils vont Mm. faire la confection de cet outil, afin que bah, ils puissent faire travailler, encore une fois, je répète, hein, mais ce cortex préfrontal là, qui va leur permettre d'avoir un outil qui correspond vraiment de manière raisonnée à ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie aussi, parce que c'est quelque part aussi artistique. C'est-à-dire que c'est Oui, pas mais qu'une complètement. action mécanique de dire bah tiens on va faire un baromètre. Enfin c'est pas voilà c'est pas un truc d'ingénierie quoi. C'est quelque chose d'artistique. C'est-à-dire qu'ils vont colorier, ils vont donc il faut que l'objet leur Parler plaise. des gommettes qui brillent comme ça, généralement, ils Eh oui, adorent. eh oui. Donc c'est un outil Oui, qui est aussi beau si on veut pour eux.
C'est-à-dire Pour eux, oui. voilà, c'est ça. Bien sûr. Et ça, c'est important pour que Mm. ça leur ressemble. Et c'est pour ça qu'on peut aussi les inviter, une fois qu'ils ont fait un premier baromètre ou un premier thermomètre, au fil de leur évolution, leur développement, qu'ils en fassent d'autres, adaptés à ceux qu'ils sont en train de devenir dans leur Mm. construction. Parce qu'ils vont peut-être plus avoir besoin de, comme je le disais, d'avoir 5 échelons, mais peut-être que 3 au niveau de la colère. Ensuite, alors je sais pas, est-ce que tu mets du vocabulaire aussi dedans, du coup? Oui, tu mets du vocabulaire de la colère dedans. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de D'accord. l'âge. Là, pour 4-5 ans, non, déjà, si, pardon, si à 4 ans, s'ils arrivent déjà à arriver à quantifier la colère, c'est une grosse colère, petite colère, moyenne colère, par exemple, Oui, déjà, c'est super. Après, d'accord. ça dépend de l'âge. Effectivement, à partir de 6-7 ans, on peut varier le vocabulaire. Oui, Euh, c'est vraiment à faire aussi selon l'enfant qu'on a, quoi. Il y a des enfants qui sont plus à même de sentir déjà leurs émotions que d'autres. Enfin, d'y aller, c'est vraiment marche d'escalier par marche d'escalier. L'idée, c'est surtout pas de mettre l'enfant en échec ou en difficulté. oui, Euh, il y a des enfants qui verbalisent plus facilement que d'autres leurs émotions ou qui ressentent plus facilement que d'autres. Bah, si c'est un enfant qui verbalise plus facilement ses émotions, qui déjà en parle facilement et tout, alors on peut aller à l'étape d'après qui va être d'amener un peu de vocabulaire, de la colère, par exemple, de je suis furieux, mais surtout ne pas mettre l'enfant en difficulté. On peut commencer par un thermomètre basique, par exemple. oui. Après, on voit, on adapte, mais déjà le basique, ça suffit. Et puis, effectivement, si c'est un enfant de 10 ans, oui, on va lui proposer d'autres choses pour que ça lui permette aussi d'acquérir du vocabulaire, pour qu'il puisse plus facilement partager sur ses émotions ensuite, et ça lui facilitera la communication de Oui, ses émotions et ses relations ensuite. Donc, c'est vraiment à faire en fonction de l'âge, en fonction de l'enfant. Quelqu'un posait la question par rapport aux enfants très très jeunes. C'est pas forcément adapté aux enfants avant. Ouais, quelqu'un posait la question avant le langage. C'est compliqué de faire ça avant le langage. Moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt leur faire. J'aime bien faire comme ça. Là, c'est j'ai zéro colère. Là, j'ai oui, beaucoup de colère. Là, c'est le maximum de colère. Et tu es où? Et ils le disent bien. Et, oui, hop, ils disent ah bah, je suis là, ou enfin ils le disent ou ils le montrent, je suis là ou là. Et ça, par exemple, de le faire avec les mains, quand on n'a pas fabriqué le thermomètre, par exemple, ou le baromètre, ou qu'on on n'a pas envie de passer par ça, eh ben on peut très bien le faire comme ça. Je sais que ma fille adore à chaque fois qu'elle est en colère, enfin je sais pas, souvent quand elle est en colère, elle me fait ça, elle me dit alors là c'est pas de colère, là c'est hop, et elle me montre où elle est, et elle fait pareil pour la peur, etc. Et c'est super pratique en fait. oui. On peut aussi se baser sur des critères d'expression corporelle et notamment de ressenti, parce que je Mhm. crois que la colère déclenche une augmentation de la température corporelle, notamment. Ouais. C'est Et pour ça donc qu'on on associe souvent au rouge, hein, parce qu'on dit c'est ça, souvent rouge rouge. de colère, voilà. Et du coup, on peut aussi se servir de ça en disant, oula, tu sens que tu es en train de te réchauffer, ou enfin voilà, on peut aussi Ouais. avec des enfants plus jeunes trouver des autres façons de mettre en adéquation l'intensité de la colère avec les ressentis corporels. L'essentiel, c'est vraiment de trouver le langage de l'enfant, je dirais. Mm, Parce qu'il y mm, a des mm, enfants qui vont préférer un langage plutôt qu'un autre. je Plus pense. visuel, plus. Mm, Il y en a certains qui vont imiter le tigre. On va leur proposer d'imiter le tigre parce que c'est quelque chose, enfin, d'imaginaire. Un tigre qui sera plus ou moins en colère, et ensuite qui mm, s'apaisera. Bref, parce qu'il faut pas mm. non plus que le tigre n'ait que cette notion de colère, parce que chaque fois Oui. qu'ils vont croiser un tigre, ils vont dire oh là, danger. Ben non, en fait, il peut être Mm, aussi apaisé le tigre, quoi. mm, Euh, donc c'est important de pouvoir varier ceci et demander à l'enfant ce que lui préfère. Est-ce que mm. tu préfères faire ceci comme ceci, etc., etc. Oui, En tout cas, ce qui est parfait, ce qui est bien dans oui. ce que tu fais, Mhm. outre tu sais déjà ce qui est bien, mais en tout cas, moi, ce que j'apprécie dans cette Oui. approche-là, c'est comme tu es Mm, quelqu'un d'extérieur mm, mm, et que du coup, tu n'es pas dans le schéma habituel entre parents et enfants. mm, Donc, les enfants vont plus t'accepter et plus être libres de pouvoir créer leurs outils et utiliser leurs outils parce qu'ils seront pas dans cet ancrage qu'il peut déjà y avoir en place entre, comme tu disais tout à l'heure, un enfant qui ressent de la colère, qui exprime une colère forte, le parent qui lui-même peut-être a ses blocages, et donc il y mm, a comme ça une sorte de danse qui n'est pas synchronisée parce que ben ça passe pas. Donc là, du coup, mm, l'enfant fait un travail avec toi. mm, D'ailleurs, c'est un travail que tu dois faire aussi avec des adultes qui ont des problèmes avec leur colère, j'imagine, de notre côté. mm, mm, Et donc, du coup, ils peuvent revenir ensuite dans leur famille et utiliser cet outil de manière plus libre en ayant eu justement l'intervention d'un tiers. Donc, je trouve que l'idée comme ça de pouvoir faire intervenir quelqu'un pour faire ces activités, c'est pas mal aussi. Plutôt que le parent intéressant. soit acteur Mm, de ça tout de mm, suite. C'est bien ça que je veux sûr. dire.
Complètement. Et donc, si c'est possible par quelqu'un d'extérieur, c'est vrai que Mm. c'est plus simple, hein. Sinon, on peut aussi commencer par la joie ou là, mais même là à l'atelier, hein, samedi, j'ai une petite fille qui m'a dit non, moi, je veux pas faire la colère, je veux faire l'amour. Eh ben ok, on a commencé par celui de l'amour. Pourquoi pas? C'est vraiment de s'adapter à l'enfant. Et après, elle a voulu faire celui de la colère sans que je lui demande. Donc, Oui, c'est vraiment, j'invite chacun à y aller. Elle propose cette idée, bah ok, on accueille cette idée, c'est oui, génial. Et après, elle a montré à son papa quand il est arrivé, comment elle l'aimait fort. Bah génial. Et donc c'est vraiment d'y aller en fonction de là où on est l'enfant. Et des fois, et ben l'enfant voudra faire que celui de l'amour et tout, et c'est tout, et ok. mhm, Et après, on proposera peut-être celui de la joie, et ainsi de suite. oui, Donc c'est d'y aller selon l'enfant qui est là, puis selon ce qu'il propose. Moi, des fois, je suis étonnée, hein, les ateliers, je les adapte vraiment en fonction des enfants qui sont là et de leur inspiration du moment. Euh, des fois, je propose des activités à mes enfants aussi donc en tant que parent là, sur les émotions. Et c'est pareil, je me laisse guider par leur créativité. Je propose quelque chose et à oui, partir de ça, et ben on crée quelque chose qui leur ressemble en fait, parce que oui, si on veut qu'ils se les approprient, de toute façon, ces outils-là, il faut que ça leur ressemble, sinon ils vont pas se les approprier. tout à fait. Mm. Tu parlais de la joie tout à l'heure. Ouais. Mm. C'est une émotion paradoxalement qui pose problème aussi à l'adulte. Mm. Parce que l'enfant qui ressent énormément de joie va être là aussi débordé par son émotion et va Mm. donc crier, rire très fort, et l'adulte peut vivre ça comme une agression. Mm. De la même manière qu'il vivrait comme une agression la colère de l'enfant. Et donc il peut demander à l'enfant de se calmer, mais de manière très brusque, et limite ça peut aussi finalement parasiter cette joie que l'enfant va ressentir. D'où l'idée pour l'enfant aussi d'avoir ce type de stratégie de régulation basée sur la verbalisation par rapport à la joie. Donc sauter de joie, Mm. bien sûr que c'est autorisé. Pleurer de joie, oui aussi. Enfin, bref. Mais Mm. si l'adulte est dans l'inconfort par rapport à ça, donc déjà peut-être se poser une question à savoir pourquoi il est dans l'inconfort par rapport à l'expression de la joie, à voir si justement il n'y a pas un blocage inhérent à ça, et que ce blocage ne va pas être reproduit parce que justement il essaye à tout prix de calmer et de taire la joie de son enfant. Et par rapport à l'enfant, ben, pareil, il peut commencer à verbaliser dès qu'il a acquis un peu de vocabulaire, en disant ouais, je suis très joyeux, voilà, et plutôt que d'être dans un débordement total, qui peut Mm. aussi, de la même manière que la colère, le faire avoir des comportements qui sont pas acceptables vis-à-vis de l'adulte. Par exemple, un enfant peut mordre quand il ressent une grande joie. Il n'a pas Tu vois. d'excitation, oui. Ben oui, Et du coup, il n'arrive plus à gérer. Et donc, c'est pour ça que le thermomètre de la joie, par exemple, a du sens. Parce qu'il va apprendre à nommer sa joie. Alors, on peut le faire à travers le thermomètre, mais à travers tout un tas d'autres choses. oui, Peu importe. Plus on apprend à nommer notre joie, déjà, on prend conscience, c'est super intéressant. Et ensuite, ça évite que comme les briques, hein, que ça s'accumule tellement que au bout d'un moment, il y a cette impossibilité de gérer, quoi. Ça dépasse le seuil d'adaptation, même quand il s'agit, tu vois. La joie, c'est aussi parfois un stress auquel s'adapter, et donc ça nous fait une brique de plus aussi. tout à fait. Donc, et puis en plus, je trouve que c'est important ce on parle souvent d'apprendre à nos enfants à s'occuper de leur colère, de leur peur, de leur tristesse, mais on leur apprend rarement à gérer leur joie, en fait. Et pour moi, c'est tout aussi utile, enfin, que d'apprendre à gérer, entre guillemets, la colère. Je vois tellement d'adultes qui sont en difficulté pour ressentir leur joie, la nommer, donc soit il y a beaucoup de joie et du coup ça déborde et du coup ils n'arrivent pas à en profiter, soit ils la laissent passer comme si ça n'existait pas, comme si ça comptait pas. Et plus on apprend aux enfants à écouter leur joie, au fur et à mesure en fait, et à les nommer, à les partager aussi, c'est intéressant de partager nos joies. Plus ensuite, ça fait des adultes qui sont en capacité de ressentir cette joie et de gérer cette joie dans le bon sens du terme. Et la joie est d'autant plus importante que c'est un peu une boussole. Et C'est-à-dire oui. qu'en fait, on parle souvent de ce déséquilibre entre les émotions désagréables et les émotions agréables. Mais en réalité, les émotions désagréables sont là pour nous maintenir en vie. Donc la Mm. peur, la colère, la tristesse qui nous permet d'ailleurs de nous connecter à notre environnement pour aussi avoir et bénéficier de cette aide de notre environnement. Et les émotions agréables sont moins nombreuses parce qu'en fait, elles sont pas relatives à des dangers, mais au contraire, pour nous dire que tout va bien. Mm. Et donc, ça nous invite à explorer, ça nous invite à partager, ça nous invite justement à partager cette joie. Donc,
c'est important de pouvoir avoir cette introspection et cette écoute par rapport à la joie et lui laisser de la place parce que justement, ben, ça va peut-être aussi nous aider à faire des choix dans la vie. À Hum, savoir, tiens, je dois faire un choix entre deux boulots en tant qu'adulte. Au lieu de dire, ben, ok, je vais voir le salaire, bon oui, c'est important, hein, mais le salaire, etc. Mais admettons qu'il n'y ait pas beaucoup de différence, c'est se dire, mais si je me visualise en train de faire ce travail, est-ce que je ressens de la joie ou pas? hum. Et hop, ben, on sait quoi prendre en fait, on sait quoi choisir. Donc la joie est importante comme boussole dans la vie. L'enthousiasme, la joie, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous guide pour prendre les bonnes décisions, effectivement, beaucoup plus que le mental avec les plus, les moins. On a tous fait ça une fois dans notre vie au moins, de faire le plus, le moins en mettant. Et donc on est là et des fois on voit que du côté du plus, ça serait cette décision-là qu'il faut prendre, mais ça nous serre à l'intérieur et on ressent Mm. absolument pas. Et du côté du moins, on se dit, quand même, là, on sent qu'il y a de la joie qui, c'est intéressant de se poser des questions dans ce moment-là parce qu'effectivement, il y a une partie de nous qui sait que ça vient remplir des besoins beaucoup Eh plus oui, profonds finalement, de ce côté-là. Donc c'est important ça parce que des fois, ça, j'en parle souvent avec mes patients, hein, mais des fois sur le papier, il y a tout qui coche les cases. Alors ça peut être un appartement, une personne, peu importe, hein, un travail, où tout, la personne ou l'appartement, par exemple, coche toutes les cases de ce que la personne voulait. Mais à l'intérieur, ça coince, quoi. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de, il y a pas d'élan. Et puis des fois, elles vont rencontrer quelqu'un, alors, la personne coche pas beaucoup de cases, ou l'appartement est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé, et pour autant, ils se sentent bien à cet endroit-là ou avec cette personne-là. Mm. Mais la direction, elle est là, c'est très clair en fait. Et c'est vrai que d'apprendre de ne pas nous connecter, de ne pas avoir appris à nous connecter à notre joie ou ne pas faire de travail ensuite en tant qu'adulte, c'est nous priver d'un sacré GPS interne, hein. Tout à fait. Donc c'est important. C'est pour ça que le thermomètre de la joie, si on reprend cet exemple-là, hein, d'activité, de loisir créatif, il est pour moi tout aussi important que le thermomètre de la colère. Alors, la colère elle nous embête plus, c'est sûr, mais justement en redonnant de la place justement à notre joie aussi pour la vie, c'est pas que ce qui nous embête, quoi, c'est aussi ce qui nous fait du bien. Et ça, plus on le développe tôt, mieux c'est quand même. Sinon, on se Oui, fait mal adulte avant d'en prendre conscience généralement. oui. Surtout que les enfants sont naturellement joyeux. Mm, Pour eux, il n'y a mm, pas de barrière justement à se dire, bah, tiens, si je rigole à gorge déployée, je vais être jugé. Chez mm, l'adulte, on peut se mm, dire, oh là là, enfin, si je ris très fort, on va me dire que je suis bruyant, que si, que ça. Chez l'enfant, ça, mm, voilà. mm, Donc je dirais peut-être un peu se reconnecter à cette innocence et cette simplicité vis-à-vis de cette expression avec eux et rire avec eux. Parce eh oui. que c'est pareil, hein, ça fait des décharges de neurotransmetteurs plutôt sympathiques, mais et puis ça fait baisser le stress. Le fait de, alors attention, je différencie rire et joie, hein, mais en tout cas, voilà, on va rire de joie et puis et effectivement, on va baisser le stress aussi. Donc se ménager des instants dans la journée où on s'autorise comme ça. Voilà. Mm, Bon, l'idéal, ça serait que ça soit un maximum de temps dans la journée, bien évidemment, mais on a une, j'insiste sur le fait que les émotions nous font bouger. D'ailleurs, c'est dans leur étymologie. Et les émotions sont tout le temps là. Donc, on peut décider soit de les ignorer, et quoi qu'il en soit, elles vont quand même se faire connaître, parce qu'elles vont augmenter en intensité. on Et les hop, ignore, plus elles font de bruit pour faire beaucoup. c'est Ça, ça. Soit, comme des petits ruisseaux, on peut être à l'écoute de l'eau et on peut se dire, ah tiens, là, je ressens un peu de tristesse. Et puis verbaliser, écrire. Et puis, au fur et à mesure, on va se rendre compte que bah, cette tristesse qu'on a ressentie, elle a disparu. Et puis, notre émotion est apparue. Donc, être au contact comme ça des émotions, c'est un peu une démarche de pleine conscience, nous permet d'éviter ces débordements et justement que le trop-plein, voilà, une émotion, comme tu disais, non entendue, va faire de plus en plus de bruit. Et à un moment, bah, on va être obligé de l'entendre, en fait. À un moment donné, de toute façon, on sera obligé de l'entendre. C'est exactement ça. Et c'est Mm. vraiment cette image-là de la brique de trop. Des fois, on le voit bien, où on va se dire, ou quand on regarde des personnes, des fois, on se dit, mais comment ce tout petit truc, ce tout petit événement a pu rendre la personne aussi en colère ou aussi Oui. triste? Mais c'est pas ce petit truc, c'est l'accumulation, tout ce qu'elle a Mm. accumulé, qu'elle n'a pas, ou sur lequel elle n'a pas mis de mots, et donc, encore une fois, une émotion, si on l'écoute quand elle chuchote, hein, elle n'a pas besoin de faire autant de bruit pour se faire entendre après. Et ça, une fois qu'on l'a compris, on gagne du temps. Tout à C'est pas une fait. perte de temps d'être connecté à nos émotions, c'est vraiment un gain de temps en fait. C'est comme si ça nous guidait en permanence en fait. Oui. Donc c'est vraiment intéressant. D'ailleurs pour la joie, j'avais fait faire ça au cabinet aussi. Euh, avec mes enfants aussi. On avait fait une plante de la joie. On avait dessiné sur une feuille A4, on avait fait un pot où on avait mis sur le pot le prénom de l'enfant,
Alors, après, on a fait une tige avec une jolie fleur et puis on a fait des grandes feuilles. Et sur chaque feuille, on a écrit des choses qui mettaient l'enfant en joie. Alors, ce qui ressort souvent, hein, c'est les frites, c'est des Les choses comme frites mettent les enfants en joie? souvent. Donc, généralement, on faisait ouais, entre 4 et 6 feuilles. Généralement, c'est le meilleur copain ou la meilleure copine, l'amoureux ou l'amoureuse. Il y a la maîtresse tout le temps qui ressort, ou le maître. Les frites ou les bonbons, au choix. Des fois, il y a les deux. Voilà, c'est un jeu qu'ils aiment bien, ou voilà, peu importe, mais c'est leur faire prendre conscience, en tout cas, de ce qui leur donne de la joie. Et de le faire comme ça, je trouve ça intéressant parce que, alors pareil, le colorier, de mettre à nouveau des gommettes Strass, encore une fois, hein, je suis vraiment très très fan de ce genre D'ailleurs, tu de en as gommettes. une là, juste là, collée. Tu as vu ou Ah pas? bah, alors, tu dis ça, mais j'en ai souvent. Alors, comme Oui, je me forcément, doute. j'adore ça, du coup, mais il y en a plein à la maison. Des fois, je vais au cabinet avec les gommettes que mes enfants m'ont collé dessus. Bon, mais bon, j'accueille. Mais ils le décorent et puis après ils le mettent dans leur chambre et puis ça leur rappelle, ah bah oui, tiens, ça c'est, il faut prendre soin de cette fleur de la joie à travers toutes ces choses-là qui me donnent de la joie Oui, et ils peuvent rajouter des feuilles quand ils veulent en fait. oui, tout à fait. Mm. Et lorsque Et votre enfant ressent de la joie, donc, mm, offrez-lui cet étayage, c'est-à-dire que vous allez le regarder et vous allez mm, lui dire, je vois que tu ressens de la joie là en ce moment. En fait, vous allez lui donner ce reflet de ce qu'il ressent, parce que lui-même, bah, il le ressent certes, mais il va apprendre comme ça à mettre des mots grâce à vous sur ses ressentis. Et plus vous le remarquerez dans la journée, déjà, plus ça marquera aussi de sa mémoire. C'est-à-dire qu'il pourra aussi se souvenir de ce qu'il faisait lorsqu'il ressentait de la joie. mm. Et comme je le disais, donc ça lui permettra d'avoir plus d'intériorisation et d'arriver de mieux en mieux à réguler cette joie. Donc là, pour la joie, c'est pas comme pour les autres émotions. Les émotions désagréables qu'on va verbaliser vont baisser en intensité. Pour la joie, elle, quand on va la verbaliser, ça va plutôt créer une mémoire qui va Ça, s'ancrer. ça l'ancre plus et C'est ça ça. la plus on partage de la joie, en fait, la joie, elle est faite pour être partagée. On le voit bien Mm. physiquement, c'est intéressant comme si on s'intéresse à comment sur notre corps, comment réagit notre corps. Par exemple, si on ressent du dégoût, on est comme ça, on est fermé parce que c'est biologique, c'est pour nous protéger. La chose qui est en face de nous, si ça nous dégoûte, c'est qu'il faut pas qu'on s'en approche. Donc, Oui. on a ce truc-là de fermeture. La joie, c'est l'inverse, c'est le mouvement inverse. On est content, on a envie de On sauter en ouvre la l'air, poitrine comme ça, on effectivement. ouvre la poitrine, on ouvre la bouche en souriant. Enfin, mais waouh, c'est ouvert, quoi. Et donc, et généralement, exactement, voilà. Et généralement, du coup, on a envie de partager, de le raconter. Mais c'est génial quand on réfléchit en termes biologiques. C'est-à-dire que il y a un truc dangereux, du coup, on va tout faire pour se fermer et se protéger de ça. On est super bien fait, instinctivement parlant. Et on a un truc qui donne de la joie, qui nous fait du bien. Et donc, biologiquement parlant, on va avoir cette envie de sauter en l'air, de le partager, de le raconter à quelqu'un pour qu'il vienne lui aussi, qui connaisse cette chose qui est positive en fait. Oui. C'est une chose qui nous a fait cette émotion-là. Donc c'est intéressant aussi de faire confiance à notre corps hein, et de regarder notre corps aussi. Des fois on se dit je ressens de la joie, mais quand on regarde on est comme ça dans la posture. Et le fameux Mm. plus-moins dont on parlait tout à l'heure, des fois c'est et donc là non c'est pas de la joie. Donc pour revenir à ce qu'on disait, plus on ressent de la joie, plus on a envie de la partager. Elle est faite pour être partagée cette émotion-là. Et donc ça décuple. Il y a même des études qui montrent que ça décuple hein, le niveau de joie. Et en plus ça rend généralement la personne en face à qui on en parle heureuse. Donc c'est intéressant aussi d'apprendre aux enfants à parler de leur joie, à légitimer aussi leur joie. T'as le droit d'être joyeux en fait. Oui. Euh, j'ai vu tellement d'adultes ensuite en thérapie qui m'ont dit bah moi j'ai pas le droit de ressentir de la joie enfant. C'était pas bien quoi. Fallait pas. Fallait travailler dur, fallait la joie. On me disait que fallait pas quoi. Et du coup ils ont appris à ne pas l'entendre ou ils ont intériorisé que c'était mal de ressentir de la joie ou que c'était futile, Mm. alors que non, c'est tout aussi important que les autres émotions. Donc après c'est tout un réapprentissage derrière. Donc d'accueillir l'émotion de l'enfant, lui dire ah t'as le droit de ressentir de la joie. Et je suis contente, merci de partager ça avec moi. Ça vient lui montrer qu'il a le droit de Ouais. ressentir ça. Et lorsque nous exprimons une joie ou quand nous ne l'exprimons pas, mais bon, le meilleur indicateur, c'est le sourire. Mm, On a aussi la vraie joie et la fausse joie. Je pense au sourire de Duchesne, notamment. mm, Lorsqu'on est vraiment joyeux, voilà, on va donc faire un sourire de telle manière que là, au niveau des yeux, ça va se mm. plisser.
c'est ça. Et si vous rigolez juste comme ça, Et qu'il n'y a vous pas voyez, les yeux c'est qui pas se plissent. plissé. Bon, là, il y a un peu de ride, mais normalement, On voit la c'est. différence. Mais là, voilà, par exemple, effectivement, ça, voilà. Là, on voit Là, la c'est un différence. sourire de Duchesne, du coup, et Ouais. c'est de la vraie joie qui est exprimée. Sinon, ça peut être une joie, pardon, plutôt feinte. Qui est assez décontenançant d'ailleurs Ouais. quand on croise quelqu'un qui fait semblant d'être heureux, on sent qu'il y a un truc qui cloche. Des Oui, fois, on comprend pas forcément, mais c'est inquiétant. instinctivement, notre cerveau se voit bien qu'il y a un truc bizarre, quoi. C'est pas, euh, donc voilà, c'est important d'être en cohérence, hein. Et c'est pareil quand on dit à nos enfants, non, non, tout va bien, alors qu'on va pas bien du tout ce jour-là. Ils sont pas bêtes, ils le voient aussi instinctivement. Donc, il vaut mieux dire à notre enfant, bah ouais, je t'avoue qu'aujourd'hui, je vais pas très bien. C'est ok, on a le droit de bien aller de temps en temps, c'est pas grave. Et du coup, c'est cohérent pour eux, et du coup, ça les insécurise pas beaucoup moins que si on leur dit tout va bien, avec un grand sourire, mais en étant profondément triste, par exemple. Oui. Où là, ça va plus les insécuriser parce qu'ils n'arriveront pas à mettre du sens dessus. Ils vont Mm. sentir qu'il y a un truc qui cloche, mais ils vont pas comprendre quoi. Et en plus, il y a quelque chose où si on leur dit, ils se disent bah ok, je peux faire confiance à papa, maman pour me dire quand il y a quelque chose qui va pas, et du coup, j'ai pas besoin de m'en soucier en fait. Oui, Alors que si on leur dit pas, ouais, ils vont quand même essayer de comprendre, surtout si ça dure un peu plus d'un jour. exactement. Mm. Donc, de l'authenticité et de la congruence aussi par rapport aux émotions. Mm. Essayons d'être le plus honnête et transparent possible par rapport à ça, parce que nos enfants, de toute façon, nous observent et voient quel niveau d'authenticité eux aussi vont pouvoir adopter par rapport aux émotions que nous-mêmes allons montrer à nos enfants. Évidemment, lorsque on a explosé de colère, qu'on a crié sur eux, eh bien, on peut débriefer ensuite. Bon, on peut déjà présenter des excuses, dire ce qui s'est passé. Eh ben, tu vois, regarde, ce matin, j'ai ressenti telle tension et je l'ai pas accueilli. Je le sais. Il y a eu ce truc-là. J'ai reçu une facture à midi. Ça m'a mis de mauvaise humeur. Il y a eu le sèche-linge qui est tombé en panne. Il y a eu ça. Bref, on peut aussi expliquer en disant que ben, les événements ont déclenché des émotions désagréables en nous. Peut-être qu'en plus, il y a des pensées qui sont venues se rajouter. Oh là là, je vais devoir changer le sèche-linge, etc. Donc le stress, tac, 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 a augmenté. Et hop, la colère s'est exprimée. L'explication n'est pas comment dire une excuse bien sûr. Hein. L'idée c'est pas de se dire tous les jours on va trouver des excuses pour crier sur un enfant. Non, c'est expliquer le cheminement, expliquer ce qu'on fait aussi peut-être pour justement baisser ce type de stress. Par exemple, on va leur dire bah, pour la prochaine fois pour ce type d'événement, bah, je prendrai une minute pour m'arrêter un peu, m'asseoir, respirer, boire un verre d'eau et puis essayer d'envisager en disant bah en fait bon le sèche-linge en fait peut-être que c'est juste une réparation bénigne etc. Donc arriver aussi à réévaluer la situation et leur expliquer comment on fait en fait tout simplement. Donc déjà Alors, montre le chemin, c'est ça, bien sûr. alors montre le chemin et eux petit à petit vont réussir à le faire aussi. Réussir petit à petit, je répète, mais c'est important, ils peuvent le faire que quand cette partie du cerveau est totalement construite, enfin totalement, en tout cas bien avancé au niveau de la construction, et ce n'est pas du tout le cas à la naissance. Un enfant n'est pas capable de se raisonner à la naissance. Donc n'attendons pas ça d'eux, ce n'est pas possible. Ils ont besoin juste de nous pour jouer ce rôle-là, donc les aider à s'apaiser. On est leur co-régulateur émotionnel à nos enfants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'attachement est comme cela, c'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'un enfant ressent un danger, il va pas pouvoir s'apaiser tout seul, il aura besoin de sa figure d'attachement pour l'apaiser et pour ensuite repartir en exploration. Système d'attachement et système d'exploration qui se déclenchent de manière alternative comme ça. Voilà. Mm. Ouais, complètement. Je t'ai Et perdu là on sur peut. l'attachement. T'as toujours on est Non, trop non, c'est proche bon, de l'événement. pas du tout. Non, je lisais une question. Non, 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 du tout. tu me dis si c'était trop tôt. Hein. Tu m'as dit, il me faut un petit moment pour digérer tout ce que j'ai appris sur l'attachement. Tu m'as dit. C'était à la sortie d'un colloque très dense, Ouais. Et effectivement. d'ailleurs, ça serait bien que tu puisses l'aborder plus pleinement dans un live, tout ce que tu as Ouais, appris sur. c'est ça, complètement. Ouais. Et c'est vrai que c'était juste à la sortie de ce live de ce colloque où j'avais plein la tête et c'était pas le bon moment pour en retransmettre justement. Je manquais de recul, mais maintenant c'est bon. Ok. Donc, ce que je voulais rajouter, alors j'ai vu la question quel âge pour le cerveau par rapport à tes explications. On va dire que c'est progressif à partir de 5-6 ans, enfin 6 ans, on voit quand même il y a une grosse différence. C'est déjà 5-6 ans, il y a quand même un bout de ce cortex préfrontal qui est plus en place. Oui. Mais vraiment, le cerveau est mature
à 25 ans. Alors, je suis désolée, je veux pas décourager les parents. Minimum 25 ans, oui. Autour de 25 ans. Pour certains, c'est un peu plus, mais à peu près par là. Et donc, en fait, même les ados, ils ont besoin de nous hein, Mm. pour les aider à réguler leurs émotions. Donc ça, c'est important de le préciser aussi parce que, par exemple, un ado qui va avoir 15 ans, il est loin des 25 ans, quoi. Et du coup, son cerveau est loin d'être terminé. Donc, c'est vraiment donc c'est progressif, effectivement. Un enfant de 2, 3 ans, c'est pour ça qu'il y a tant de moments de crise, entre guillemets, à ces âges-là, parce que vraiment, leur cerveau est extrêmement immature. Mais progressivement, déjà 4, 5 ans, on voit la différence, hein, les enfants de 5 ans par rapport aux enfants de 2 ans largement. 7 ans, je trouve, enfin 6, 7 ans, là, on sent qu'il y a quand même un gros cap. Et puis après, c'est progressif, évidemment, jusqu'à 25 ans. Et on voit Sans bien même nous. neuroatypie. Sans neuroatypie, Oui, on attention. aura Parce que dit, du pour coup, les là, on parle enfants, d'une moyenne, oui. voilà, là, Mm. pour des enfants sans troubles particuliers. Après, les Oui. neuroatypies, effectivement, voilà, ça amène quelques différences. Donc ça, c'est important. Voilà, globalement, le cerveau d'un enfant, c'est progressif comme ça. Euh, les neuroatypies viennent compliquer les choses souvent. Oui. Donc, mais on peut garder cette lignée-là, ce schéma-là en tête de 6 ans et après, vraiment, ok, progressif. On peut pas attendre d'un enfant de 3 ans qui régule ses émotions. C'est vraiment cérébralement pas possible. Et on voit bien comme nous, en tant qu'adultes, avec un cerveau complètement terminé, on galère parfois à gérer nos émotions. Alors, faut imaginer un enfant de 4 ans, c'est juste Ouais. pas possible, en fait. Hein. C'est pas Qui une n'a jamais mauvaise volonté. insulté dans une voiture alors qu'on l'a, voilà, qui n'a jamais insulté quelqu'un dans une voiture alors que, voilà. Ouais, Donc effectivement, l'exemple, ça fait partie de ça. Le débordement, on est tous sujets à ça, en hein, fait, hein. complètement. Et pourtant, notre cerveau est mature, il a tout ce qu'il faut pour se réguler. Alors que l'enfant, c'est pas le cas. Il n'a pas tout ce qu'il faut pour se réguler. C'est pour ça qu'il a tant besoin de l'adulte qui vienne lui expliquer de lui mettre des mots, de lui proposer des mots sur ce qu'il ressent et lui montrer l'exemple. Vraiment, Mm. montrons-leur l'exemple. C'est pour ça quand nous-mêmes on est en colère, soit on a débordé nous-mêmes en criant par exemple et on va s'excuser derrière, on leur explique ah bah tu vois, je suis désolée, j'aurais pas dû crier, mais voilà ce qui s'est passé en moi, de leur expliquer. Euh, et de leur montrer l'exemple. Ben, écoute, là, je sens que je suis très en colère, je vais respirer un peu, quoi. Ou je vais, selon ce qu'on leur a appris, c'est hyper intéressant de réutiliser ce qu'on leur a appris. Ou de leur poser la question. L'autre fois, j'étais en colère, je dis à ma fille, mais qu'est-ce que je pourrais faire, tu crois? Elle me dit, respire, maman, respire. C'est ça. Elle a 5 ans, mais c'est intéressant. Du coup, ça peut être, du coup, ça m'a fait rire, ça m'a fait descendre ma colère. Elle était contente parce qu'elle a essayé de m'aider et elle m'a proposé quelque chose. Ça lui a fait appel à son cortex préfrontal, justement, à elle, de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis en colère? Donc, c'est gagnant-gagnant, en fait. C'est vrai Donc, qu'elle faut t'a pas pas hésiter apporté le bonbon, hein, parce que du coup, ça peut être aussi ça la solution de les bonbons. régulation. Oui, pour Ouais, faire, pour... tu rigoles, mais l'alimentation est un régulateur émotionnel, hein, tout comme la cigarette. Oui, Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Quand on a nous-mêmes, alors ça c'est encore un autre sujet, ça aussi on pourrait faire un live dessus, sur les régulateurs d'émotions. C'est-à-dire que quand on voit quand on a des compulsions alimentaires ou mm, des très envie de cigarette là tout de suite, ou très envie d'un verre d'alcool, ou enfin voilà, tout ça, c'est intéressant de se dire, oh là, quelle émotion je ressens, parce que tout ça, ça vient juste étouffer notre émotion. c'est ça. Mais elle disparaît pas, elle va revenir dès qu'on aura fini de digérer notre chocolat ou que Oui, l'alcool sera passé ou que notre cigarette sera terminée. c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est si intéressant de non pas étouffer nos émotions, mais essayer autant que possible, encore une fois autant que possible dans la vraie vie, de les entendre au fur et à mesure. Elles Oui. sont pas embêtées. À ce sujet, attention également dans les supermarchés. Je sais plus à quel, par exemple, les enfants qui vont être plus ou moins excités dans un supermarché, qui vont monter dans les tours et qui vont en plus avoir plein de stimuli visuels, sonores, etc., plus des tentations peut-être par rapport à des objets dans le supermarché, et à qui on va donner cette alternative, c'est-à-dire, bah tiens, prends un bout de pain, prends un Mm. bonbon. Euh, du coup, c'est ce que tu évoquais là, c'est-à-dire que ça peut créer un conditionnement justement de régulation via la nourriture. Mm. Donc, on va plutôt, pour le cas du supermarché, être dans une anticipation avant d'y aller. On va s'assurer que l'enfant ait bien mangé, bien bu, qu'il soit plutôt reposé, etc. Si on doit y aller, sinon on peut y aller au drive aussi, ça va très bien, ou se faire livrer les courses à domicile. Mais en tout cas, attention de ne pas associer justement la régulation émotionnelle à, parce que ça peut créer des tacs en fait aussi, hein, du coup. Oui, 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 et puis mais je te propose qu'on fasse un live là-dessus, Oui, ça, on le ça peut être fera, oui, oui, intéressant. oui, on le Et de faire fera. attention justement quand on leur donne un bonbon pour se calmer. Alors oui, ça les calme sur le moment,
mais ça majeure le problème en fait. Ça fait c'est parce que ça va leur augmenter d'un coup leur glycémie, puis leur glycémie va redescendre d'un Oui, coup. Donc ça et on le voit hein, quand les enfants. Alors là en ce moment, ils sont blindés de chocolat, de bonbons dans toutes les activités. Je le vois moi à l'école, dans les centres de loisirs, à la gym partout. Enfin mais du coup le soir c'est compliqué quoi. C'est parce qu'il y a la chute de glycémie qui crée. C'est comme je reviens sur ces histoires de briques. C'est une grosse brique auquel s'adapter en plus pour le corps. Et du coup ça majeure les émotions puisque le seuil d'adaptation est dépassé beaucoup plus rapidement. Donc c'est intéressant de s'y intéresser parce qu'effectivement sur le très court terme ça soulage. C'est valable pour nous, hein. Ça soulage, mais sur le moyen terme, ça empire les choses. Encore une fois, on fait comme on peut. Voilà, il ne s'agit oui, pas de ni se juger ni de juger qui que ce soit, mais de se dire tiens, ah oui tiens, je n'avais pas pensé à ça. Est-ce que voilà, et de ce que je conseille souvent, par exemple pour les compulsions alimentaires, c'est de se dire tiens, et si je réfléchissais là, est-ce que j'ai des émotions? Ça ne veut pas dire qu'il faut pas les manger derrière, mais déjà de réfléchir en amont. Quand même, est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce que je peux les nommer? Est-ce que je peux les écrire? Et déjà, juste ça, des fois, il y a plus l'envie derrière. Donc, c'est oui. intéressant, par exemple, et c'est pareil avec nos enfants, quoi. Des fois, juste de nommer leurs émotions, Mm. ouais, ça suffit et il n'y a pas besoin de stratégie comme ça pour qu'ils se Oui, régulent très momentanément. Encore une fois, ça empire les choses hein, quand on leur donne tout à des fait. bonbons. Là, J'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai dit TAC au lieu de TCA. Hum. Oui, oui, et les TCA, les Mm. troubles du comportement alimentaire. C'est ça. Après, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, ça reste Oui, très oui, oui, complexe. oui. On donne un truc à nos enfants qui vont de suite. Mais c'est vrai que ça leur, ils peuvent plus. Si on fait ça, ils risquent d'associer. J'ai une émotion pour l'éteindre. Déjà, ça embête l'autre parce que l'autre veut l'éteindre. Et pour l'éteindre, il faut que je mange quoi. Tout à fait. Donc oui, il peut associer ça si on le fait d'une façon récurrente. Enfin, je veux dire oui, qui revient dans le temps. Et bon, c'est vrai que ça complique la tâche derrière. Oui. Donc on résume, l'intérêt donc c'est de pouvoir arriver à accompagner l'enfant par rapport à de la verbalisation émotionnelle, de l'accueil de ses émotions, Mm. que l'adulte aussi le fasse évidemment parce que peut-être que lui aussi est déjà dans des TCA par rapport à ça. On y reviendra tout ça, hein. On y Mais reviendra. déjà par rapport à la verbalisation émotionnelle, s'entraîner nous en tant qu'adultes et Mm. ensuite accompagner les enfants à le faire. C'est important de le faire en tant qu'adulte d'abord Mm. Mm. parce que sinon on va le faire un peu sans âme. C'est-à-dire qu'en gros, on va le faire mécaniquement. On va dire, ah, je vois que tu ressens de la joie, je vois que tu ressens. C'est ça. Enfin, il n'y aura pas d'âme en fait derrière, il n'y aura pas Mm. d'intention et l'intention est perçue par l'enfant aussi. Si on partage vraiment de l'empathie, l'enfant va le Mm. sentir et va se sentir connecté. Si on le fait mécaniquement, bah, il va sentir que c'est mécanique en fait. Et peut-être que lui aussi va rentrer dans un jeu mécanique qui n'aura pas les bons effets. C'est-à-dire Mm. qu'il va aussi peut-être verbaliser, ah bah oui, je ressens telle émotion, histoire de reproduire et de faire plaisir à l'adulte, mais en réalité, il ne sera pas en contact avec ce qu'il ressent vraiment. Donc, Mm. c'est bien de lui montrer l'exemple. Et c'est là, hein, c'est vraiment une partie cruciale de la parentalité. Je ne sais pas ce que tu Mm. en penses. Le fait Mm. de passer ce cap, d'être à l'aise avec Mm. nos émotions, puis nos besoins, et Mm. parce que ça nous ouvre aussi la porte à cet accueil des émotions et des besoins de l'enfant, en fait. Alors, on ne dit pas qu'on n'y Ouais. arrive pas si on n'y est pas, hein, mais en tout cas, on y arrive Mm. moins bien, disons. On est Bah, plus disons, parasité. c'est ça. Si on n'accueille pas nos propres émotions, alors c'est compliqué d'accueillir celles de l'autre, enfant ou adulte d'ailleurs, et même pire, parfois ça vient. Si on voit quelqu'un en colère, mais qu'on fait tout pour éteindre notre colère, alors ça va nous agacer. Enfin, il y a une partie de nous qui va vouloir se protéger de ça, donc au-delà de pas entendre, ça risque de provoquer soit de la fuite, soit de l'énervement. Enfin, donc ça risque de créer le truc inverse où ça active tout en essayant d'éteindre le feu en même temps et ça peut amener dans des comportements. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que moins on écoute nos émotions, plus ça mène dans des grosses crises en fait. Oui, Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit ah mais moi les émotions, hein, moi c'est pour les autres, c'est pour les faibles, je ne sais pas qui. c'est ça. Et c'est typique des personnes qui vont se mettre à exploser, jeter des objets. Enfin, c'est de l'émotion, c'est juste de l'émotion qui n'est pas entendue. Donc au bout d'un moment, ça explose en fait. Oui, Euh, et du coup, si on n'écoute pas nos émotions et qu'on voit notre enfant qui est hyper en colère en face, oui, forcément, ça va nous créer quelque chose de hyper désagréable. Donc jamais on pourra entendre notre enfant.
dans son émotion, si ça nous réactive quelque chose de désagréable et si on veut tout faire pour pas entendre. Au contraire, on va dire à notre enfant, tais-toi, c'est Oui. bon, sois fort, ne pleure pas, je sais pas quoi. Alors qu'au contraire, hein, je le répéterai jamais assez, pour moi, c'est une sacrée force d'entendre ces émotions. C'est loin d'être une faiblesse, loin de là. Si vous les refusez, si vous ne les accueillez pas, vous aurez d'autant plus de mal à accueillir et accepter les émotions qui sont autour de vous. Pas forcément que les enfants, mais aussi les adultes. Bien Et sûr. vous aurez tendance à fuir ou effectivement ou à attaquer ou même à vous figer. Il y en a certains qui se figent. Il y a des parents qui sont figés parfois devant les colères d'un enfant. Ou alors, bah, le pire des cas, c'est effectivement, enfin le pire des cas, c'est quand la violence se déclenche parce que justement c'est quelque chose de défensif et le parent va crier parce que lui-même ben, n'accueille pas suffisamment régulièrement ou correctement ses émotions. On a souvent C'est ce cas-là, exactement hein, ça. on a souvent Ouais, ça. Hein. c'est exactement ça, hein, c'est de la fuite, c'est soit un truc complètement agressif, soit c'est figé. Le nombre de mamans que j'ai Oui. entendu me dire, ça glisse sur moi. Je la vois qui est triste ou je le vois qui est triste, ça glisse sur moi. Mm. Je vois mais je vois pas. Je suis là mais je suis pas là. Mm. J'ai entendu un paquet, surtout des mamans, me décrire ça, parce qu'elles sont anesthésiées en fait. C'est généralement quand on a un gros stress, hein, on a soit comme tu le disais, voilà, soit de la fuite, soit on se fiche, soit on combat. On est programmé comme ça C'est pour ça. un fort stress. Et donc plus on va faire un travail sur soi, soit tout seul, soit accompagné par un thérapeute par exemple, euh, plus on va éviter d'être dans ces trois comportements-là. Et c'est important, c'est vraiment, c'est pas une question de force ou de faiblesse, hein, c'est comme si on disait, ah bah, moi j'écoute ma soif alors je suis faible. Enfin, ça n'a pas de Non. sens. Enfin, c'est vraiment important. Les émotions sont là pour nous signaler des choses, des besoins comme la soif. Oui. Ça veut dire qu'on a besoin d'eau. Enfin, c'est pareil. On a faim. Bah, ça veut dire qu'on a besoin de Mm. manger. On ressent de la colère. Ça veut dire qu'il y a un de nos besoins aussi qui est contrarié, qui a besoin d'être rempli. Oui. Donc plus on écoute ça, plus on est fort au contraire. Hein. Et on peut parler rapidement de dissociation. Là, on parlait de sidération, c'est-à-dire le parent qui bloque. Mm. Mais on peut avoir aussi un système de dissociation pour répondre à un commentaire de Ketch. D'accord. En fait, il se passe que on peut potentiellement avoir des mémoires traumatiques, des mémoires qui sont bloquées par rapport à des événements qu'on aurait pu rencontrer, notamment enfin, de la violence, et que l'évocation de la colère ou l'expression de la colère de quelqu'un, ou un autre événement, hein, ça peut être un événement sonore, visuel ou quoi que ce soit, redéclenche, enfin réactive cette mémoire. Et en fait, la charge émotionnelle est tellement forte que le cerveau, en fait, court-circuite le circuit émotionnel et qu'on ressent plus rien. C'est ça? Oui, oui, et c'est un mécanisme de protection. C'est C'est pas là ça. pour nous embêter. Tout comme encore une fois, se figer, fuir et compagnie, c'est là pour nous protéger. La dissociation, ça en fait partie. Et Oui. effectivement, c'est notre cerveau qui coupe, en fait, qui se dépatouille pour couper de la réalité, pour survivre, pour pas trop souffrir. Donc et plus on fait ce travail-là vraiment pour moi ça passe par là de connexion à soi. Alors ça passe par les émotions, ça passe par les sensations corporelles, des fois juste de sentir son corps. Enfin c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour les enfants quand je disais faut y aller en fonction de l'enfant, de qui il est, c'est pareil pour nous en tant qu'adultes. Mm. Si déjà on n'a aucune sensation corporelle, qu'on est complètement déconnecté, qu'on se dit bah mon corps c'est juste un moyen de transport, si on est là, eh ben déjà se connecter à soi, ça va être ok, j'essaye de sentir mon corps. Je prends 8 minutes pour sentir mon corps. Ça peut paraître bizarre, mais déjà de commencer par là, et puis sans jugement envers soi. Et puis d'essayer petit à petit. Et une fois qu'on sentira peut-être un petit peu, ah oui tiens, je sens que c'est un peu différent dans les jambes que dans le ventre. Ok, et ben on va essayer de voir pour nos émotions. Enfin, des fois la dissociation ou tous ces mécanismes de protection, on les a développés enfants pour nous protéger. Donc ça a été là vraiment. Ça a été pour certains ça sauve. Donc après, c'est de se dire, bah ouais, mais c'était utile pour moi en tant qu'enfant, mais est-ce que c'est utile pour moi en tant qu'adulte? Là, Oui. souvent, la réponse, c'est non. Et c'est là que c'est intéressant de faire un travail sur soi, si on se sent dans ces cas-là. Mm. Donc, quoi qu'il en soit, ça reste un indicateur, c'est-à-dire qu'en gros, soit on peut trouver désagréable l'expression d'une émotion extérieure, ça peut révéler quelque chose qui ne va pas, en tout cas en termes de blocage émotionnel chez nous, soit on ressent plus rien, donc ça peut être là de la dissociation, mais là aussi c'est révélateur Mm. finalement, c'est-à-dire que l'absence de ressenti et le ressenti extrême ou le ressenti désagréable sont évocateurs de quelque chose qui a peut-être à travailler. La dissociation étant quelque chose de vraiment
extrême, hein, puisque, comme je le disais, c'est un court-circuitage du cerveau, et c'est une mémoire qui est, si c'est basé sur une mémoire traumatique, qui va C'est se souvent le cas. réactiver, etc., etc. Donc, il est nécessaire de traiter ceci, notamment par de l'ICV, de l'EMDR ou d'autres Mm. thérapies, hein, mais enfin, j'ai celle-là en tête, ou de l'accueil corporel des émotions. Je sais pas si tu connais. Alors, c'est un peu moins conventionnel, je crois, mais Tipeee, ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Alors, je connais pas particulièrement cette méthode-là. En tout cas, ça passe souvent par. Alors, on peut utiliser des méthodes très spécifiques comme ça. Leur Tipeee, je connais pas particulièrement, mais ICV, tu nommais ICV et EMDR qui marchent très bien. Oui, Euh, mais quoi qu'il en soit, ça passe par une reconnexion à soi et une compréhension de ce qui s'est passé pour nous en tant qu'enfant. Pourquoi on va pas se dissocier d'un coup comme ça face à notre enfant qui est en colère, oui, adulte, si notre enfant c'était nickel quoi. Ça parle forcément de quelque chose. oui, Et donc tant qu'on n'arrive pas à relire notre histoire, à comprendre d'où ça vient, à mettre du sens. Euh, alors des fois en profondeur, des fois pas forcément en profondeur, hein, et juste de comprendre et du coup de ah ouais tiens j'ai mis ça en place pour ça, pour me protéger. Ok, déjà juste de mettre du sens dans nos comportements. Ok, c'était pour me protéger en fait. Ça fait pas de moi quelqu'un de mal ou de bien ou de pas bien. C'est juste j'ai mis ça en place à ce moment-là. Ok, et maintenant comment je fais pour suffisamment apaiser tout mon système corps-tête, hein, vraiment. Pour arriver à faire en sorte que mon corps se mette pas systématiquement en mode défense, quoi, en mode oui, court-circuit pour pas ressentir. Donc ça passe par souvent effectivement la connexion à soi, mais en douceur selon ce qu'on a vécu aussi. Hein. Parce oui, que des fois, si on est si déconnecté de soi, c'est aussi pour surtout pas ressentir des choses qu'on a bien fait en sorte de pas ressentir. tout à Donc fait. et donc c'est pour ça qu'il faut y aller avec bienveillance envers soi-même, surtout pas de jugement. On est chacun, voilà, on a Oui, chacun vécu des choses. Il a aussi pas de jugement ni envers soi ni envers ce qu'on a vécu. Quoi. Des fois, j'entends des personnes qui ont vécu des drames qui me disent oh bah c'était rien. Bah non, c'était pas rien. Et puis d'autres personnes qui vont me dire oh bah par rapport à d'autres, c'était bah, on n'est pas là pour juger c'est grave, c'est pas grave, on est juste là pour dire mais qu'est-ce que c'est venu faire? Comment l'enfant que vous étiez a vécu ça et comment on vient réparer, soigner ça, regarder ça, amener du soin là quoi oui, pour ensuite être plus en paix en tant qu'adulte et face aux enfants particulièrement parce que sinon ça oui. réactive particulièrement. Et on va rajouter une information importante qui fait partie un peu de la psychoéducation. Quand un enfant, parce que je préfère le préciser, si vous ressentez une émotion désagréable face à un enfant qui pleure, c'est tout à fait normal et naturel. C'est-à-dire qu'en gros, on est fait pour porter assistance aux enfants. On est programmé pour porter assistance même à quelqu'un qui pleure dans la rue ou quoi que ce soit. On est conçu comme ça. C'est une programmation. Ça nous permet Mhm. justement d'être là aujourd'hui en train de parler entre nous, parce que probablement que quelqu'un a pris soin de nous, parce qu'on a émis des signaux d'attachement, des signaux de détresse, et que cette personne est venue nous aider. Et si elle est venue nous aider, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il y a un système aversif. Ça veut dire que son amygdale cérébrale s'est activé et il a eu cette impulsion de vouloir faire taire donc ces expressions de détresse et faire taire, notamment en portant assistance. On appelle ça le caregiving. Donc c'est tout à fait normal de se sentir dans un aspect, de se sentir vraiment avec des émotions désagréables en face de quelqu'un qui est en train d'exprimer une détresse. Et c'est normal parce que ça veut dire qu'on a cet élan normalement pour aller à la fois diminuer notre détresse à nous et diminuer la détresse de l'autre, justement parce qu'il y a un système de raisonnement enfin, par rapport à ça. Tu me dis si C'est ça. Et c'est justement quand on sent qu'on se fige, soit qu'on agresse, soit qu'on se fige, soit qu'on fuit, c'est plus là qu'il s'agit de se dire ah, il y a Ouais, un truc qui cloche là. Si on va s'enfermer nous-mêmes dans notre chambre, par exemple, quand face à on voit notre enfant qui pleure et on va aller s'enfermer et qu'on n'arrive pas à faire autrement, justement on est programmé pour aller aider en fait. Et si on le fait pas, c'est que ça vient toucher autre chose. C'est oui, encore une fois pas de jugement envers soi, c'est que ça vient toucher autre chose. Ou si on sent que ça glisse sur nous, qu'on ressent rien. Là aussi, c'est un signe hyper intéressant et il vaut mieux faire quelques séances avec un psychologue, par exemple, pour aller libérer ce qui a besoin d'être libéré, plutôt que de subir ça. Hein, parce que moi, je le vois oui, bien au cabinet, les parents qui subissent ça, qui sentent se déconnecter comme ça, ou qui sont dans des comportements agressifs, ou qui vont s'enfermer, ou même se barrer. J'en ai entendu qui m'ont dit, bah, moi, je vais me barrer, quoi.
c'est sacrément pas confortable quoi dans Ouais. leur parentalité. C'est tout sauf ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça veut pas dire que c'est de mauvais parents. Ça veut pas dire justement finalement être un bon parent, c'est de regarder ce qu'on fait. C'est pas parfait, ça peut pas l'être dans la vraie vie, mais de se dire bah qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit différent. Qu'est-ce que je peux faire pour que là où ça coince, là où c'est pas comme je voudrais que ce soit, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit autrement. Ouais. Et parfois on demande un coup de pouce et c'est ok. Et au contraire, pour moi, être un bon parent, c'est plus de d'aller demander ce coup de pouce là, plutôt que ceux qui restent chez eux à pas vouloir en parler par honte. Parfois, il y a de la honte aussi. Hein, et encore une fois, les Ouais. psys sont habitués à entendre tout ça. Enfin, j'insiste pour tous ceux qui peuvent ressentir ça. Vous n'êtes pas les seuls. C'est ok, quoi. C'est au contraire, c'est tellement courageux, je trouve, d'aller voir un psy pour aller Ouais. raconter ça. Euh, et on a l'habitude. C'est Tout à ok. fait. Mm. D'ailleurs, Donald Winnicott parle de parents suffisamment bons. Oui, c'est ça. Et je vais même Mm. aller plus loin. J'emploie rarement les étiquettes par rapport aux parents parce qu'en fait, on est un peu ce qu'on fait. Et en Mm. gros, le comportement, lui, peut être modifié. Et c'est vrai que le fait de se dire, alors par défaut, moi, j'ai envie de vous dire, ayez la conviction que vous êtes bienveillant, profondément bienveillant, et qu'il en est de même pour vos enfants. Après, les difficultés, malheureusement, on ne peut pas toutes, enfin tous les surmonter de la même façon. Et de toute façon, l'erreur est humaine. Donc, on va se donner ce droit à l'erreur et on va faire de notre mieux, en effet, pour progresser si ça coince pour nous. Et généralement, les thérapies qui sont faites avec les parents, lorsqu'il y a des problèmes avec des enfants, ben en fait, comme par hasard, la réparation chez l'adulte va déclencher une amélioration du Mm. comportement chez l'enfant aussi, parce que c'est une danse et parce qu'en Bien sûr. fait, bien souvent, les blocages qu'on peut avoir nous vont se voir aussi vis-à-vis de l'enfant et lui-même va développer des stratégies de contournement et d'autres comportements qui ne seront pas forcément acceptés à l'adulte, mais qui seront un peu la résultante du comportement de l'adulte. Donc si Mm. l'adulte a fait cet effort, cette réparation et cette thérapie, eh bien l'enfant, lui, va s'adapter aussi. Et comme par hasard, eh Mm. ben, il y a des situations qui se résorbent d'elles-mêmes après que l'adulte soit passé effectivement chez un psy ou hein, tu peux confirmer ça. Oui, complètement. Et j'avais nommé l'autre fois l'accouchement traumatique, par exemple, Mm. où j'ai pu voir moi des mamans me raconter à quel point une fois qu'elles avaient travaillé leur accouchement traumatique, alors là c'était en ICV parce que c'était avec moi, euh, qui m'ont dit mais c'est magique, mon enfant qui était par exemple hyper peureux ne l'est plus. Enfin, parce que nous, en tant qu'adultes, on va, sans le vouloir, sans le véhiculer des choses, en fait. Et effectivement, c'est une danse à deux. Dans toutes les relations, c'est comme ça. Hein. S'il y en a un qui bouge, ça fait bouger l'autre en face. C'est systématique. Enfin, à deux, à Euh, trois même, hein, parce qu'il y a le papa, il y a la maman, il y a bien deux sûr, mamans, deux bien papas, sûr. enfin, et puis il y a le même, Ah, enfin voilà. Donc, ah ouais, ouais. complètement. Et dans une famille, s'il y en a un qui bouge, ça fait bouger les autres. Et on le voit aussi dans les frères et sœurs, des fois. Il suffit qu'il y en ait un qui prenne un rôle, bah, l'autre ne peut pas prendre ce même rôle, il va en prendre un autre. Donc c'est une danse, hein, effectivement, c'est toute une homostésie, tout un équilibre qui se crée à deux, à trois, à quatre, à cinq, enfin, en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Et il suffit qu'il y en ait un de cet ensemble-là qui bouge, ça fait bouger les autres. Et oui, Euh, ouais, et c'est oui. systématique. Et c'est pour ça que Mm, des fois, il n'y a pas besoin de se dire, oh là là, le problème vient de là. Des fois, des gens se plantent en se disant, ah, le problème mm, vient de mon enfant, etc. Posons-nous les bonnes questions, essayons mm, d'identifier où est le problème initial, et bien souvent, en apportant des petits changements, ou en tout cas, façon Kaizen, hein, un peu, il y a les petits à petit, on se rend compte que, ah bah tiens, c'est bizarre, en agissant juste sur une habitude, sur quelque chose qui est inhérent à une personne, il y a tout qui change. En fait, c'est tout ça, c'est un l'équilibre se équilibre. remet en place, en fait. C'est comme quand on change les quantités d'un ingrédient dans un gâteau, quoi. Ça va changer des C'est choses. ça. Le Ah ben gâteau sera pas d'accord. le même. Après les bonbons, Ça- on va passer au gâteau. Donc, ok. Euh, C'est bien les gâteaux. voilà. Bon, en Ah, tout pour cas, écouter tes émotions, ça. Non mais oui, non mais c'est c'est important ça parce que ça vient changer l'équilibre global en fait. Il bah suffit, je oui. reviens sur cette question de recettes, mais il suffit qu'on change un seul ingrédient d'une recette. Ça peut être un plat salé si tu préfères. Pas de problème, je Voilà. m'adapte. Merci, j'ai faim. On a un commentaire. Merci, j'ai faim. Bravo. Voilà, on Mais va est-ce se que faire c'est une vraie parrainer par des femme, marques alimentaires. hein? Mais c'est vraiment je reviens là-dessus. Donc, quand on change un ingrédient d'une recette, ça va changer tout l'ensemble de la recette. C'est la même chose pour nous Oui. ici. Et donc, je trouve que notre responsabilité en tant que parents, c'est d'essayer de faire au maximum de ce qu'on peut pour aller régler ce qu'on peut régler de notre histoire, parce que
si généralement nos enfants ils nous viennent nous réactiver, ils le font pas exprès, c'est comme ça, c'est inconscient, ça nous réactive par rapport à l'âge qu'avait qu'a notre enfant, donc par rapport à l'âge qu'on avait nous au même âge que l'enfant. Du coup, ça vient nous réactiver là. Et c'est pas la même chose aussi quand c'est un enfant qui a le même sexe que nous ou pas. Donc ça nous réactive dans des choses différentes. Donc c'est hyper intéressant de faire ce travail-là. Et sans se dire c'est de ma faute, c'est pas de ma faute, il s'agit pas de ça. C'est juste que chacun prenne sa responsabilité, d'aller faire en sorte, même pour soi individuellement, de toute façon, d'être le plus confortable possible. Et puis, si ça change les choses dans l'ensemble de la famille, dans l'homéostasie, dans le gâteau, dans le plat salé, si tu préfères, c'est tant mieux. Et si ça change pas ça, bah déjà pour soi, on sera quand même on aura gagné en liberté en fait, en liberté d'action, en liberté de ressenti et en confort surtout. Donc c'est hyper intéressant aussi bien d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif, Oui, sans se place au niveau de la famille, que même d'un point de vue sociétal, hein, j'ai presque envie de dire. tout à fait. Pour les parents, je vous invite à imiter vos enfants sur le système des activités qu'on a présenté, enfin, que tu as présenté en début d'activité. Un début d'activité, en début de, moi aussi, je pense que je vais aller grignoter quelque chose, en début de live, parce qu'en fait, en passant par le jeu et des activités un peu artistiques, ludiques, il y a aussi des blocages qui peuvent tomber. Et le parent peut, essayant de faire lui-même son thermomètre, son baromètre de la peur, de la colère, de la joie, se rendre compte qu'il n'arrive pas à verbaliser telle émotion, qu'il a du mal à savoir où se situe cette émotion au niveau de son corps, etc. Donc le fait de passer par des activités de ce type peut aussi être révélateur de certaines choses, et on peut plus facilement les dépister, les identifier, parce que ça passe par le jeu et l'artistique. Plutôt que de se dire, oh là là, je sens que j'ai un problème, tout de suite on est sérieux, on a les sourcils qui se froncent, et on a des émotions désagréables qui nous assaillent, je suis pas normal, qu'est-ce qui se passe, etc. On fait une pause, et on essaye de passer sur un mode un peu ludique, c'est ce qu'on fait souvent avec les enfants d'ailleurs, et là aussi ça nous permet de trouver des solutions à nos problèmes en passant sur ce mode artistique et ludique. Je sais pas ce que tu en penses. Et ça, on y pense moins en tant qu'adulte, et pourtant, jouer plus, ça nous apporterait beaucoup plus de Mais oui. bienfaits. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup moi les ateliers des émotions ou faire des activités sur les émotions en général, parce que ça permet des choses beaucoup plus que si on y va frontalement, qu'on va dire à l'enfant, alors est-ce que tu as ressenti la joie aujourd'hui? Je dis pas que ça peut pas marcher, ça marche. Ouais. Combien de fois la joie? Allez, dis-moi. Mais voilà, et puis il y a des enfants, ils en ont marre de parler des émotions, Oui. quoi. Et alors que si on le fait à travers des activités, j'avais fait ça aussi comme ça, là où on avait imprimé un monstre. Alors là, on s'était servi du livre les couleurs des émotions. Donc on était parti sur quelles étaient les émotions de la journée. Si je pose la question directement, l'enfant, il y en a qui le disent, il y en a qui disent pas ou qui n'y arrivent pas. Et puis quand on a fait ça, il colorie en fonction. Là, il y avait un peu de joie, il y avait un peu de tristesse, et du coup, hop, mine de rien, ah tiens, je vois que tu avais beaucoup de joie aujourd'hui. Ah oui, c'est quand Marie m'a dit ça. Ah d'accord. Et du coup, ça ouvre. Et je le vois, moi, des fois, les activités sur les émotions créatives, des fois, c'est juste prétexte à parler des émotions. Ah bah tiens, je vois que ce personnage-là, tu lui as mis beaucoup de sourcils comme ça, il a l'air très en colère, mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? Et puis, ils vont dire, ah bah il lui est arrivé, et hop, ils sortent du chapeau un truc qui s'est passé il y a 2 semaines, et ils auraient jamais pu le dire autrement. Donc, c'est hyper intéressant, en fait, de s'intéresser des fois aux dessins qu'ils font, ou de leur proposer, allez, aujourd'hui, on dessine toutes les émotions, ou on le fait avec de la pâte à modeler ou peu importe. Et des fois, et c'est fait support en fait, et c'est beaucoup plus facile pour exprimer les émotions. Et c'est valable pour eux, mais pour nous aussi en tant qu'adultes, des fois, de pouvoir dire les questions qu'on leur pose, de se les poser à nous. Quand on dit je vois que là tu as beaucoup de joie, mais bah ouais, et moi tiens. Enfin, c'est intéressant parce que des fois on se rend compte de nos blocages effectivement, et c'est plus facile d'exprimer quelque chose aussi. Ah ouais, je aussi j'avais un peu de colère là, ce matin, tu vois, j'ai mis un peu de rouge. Bah oui, hein, parce que c'est vrai que quand il s'est passé ça là entre nous, là, ça m'a mis en colère ce matin. Et hop, on l'a dit, et ça fait du bien. Et c'est tout, c'est pas grave, on peut juste le dire. Oui. Et le dire, c'est important parce que tu viens de dire ceci, c'est qu'une émotion qui remonterait à 15 jours. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à se dire, non, mais c'est là, c'est maintenant, c'est la colère du moment qui est problématique, c'est une cause immédiate. Mais en fait, non. Des fois, c'est une cause qui remonte à une histoire que l'enfant seul connaît. Parce que peut-être qu'il n'était pas avec nous quand il a ressenti de la colère à la crèche, à l'école. On lui a pas permis de décharger son émotion, de pouvoir la verbaliser. Et elle est encore là, en fait, cette colère. Donc, elle va réapparaître peut-être 2 semaines plus tard ou même plus tard, hein, parce qu'il y a des émotions qui sont
qui reviennent comme ça de manière régulière, de plus en plus grosse, on va dire. C'est ce qu'on évoquait il y a 2 lives, je crois. Donc, Mm. attention aussi de vouloir chercher des causes immédiates parce que souvent, l'histoire, on ne la connaît pas. Donc, Mm. soyons humbles et surtout curieux, sans essayer d'interpréter ou de se dire, ah ben d'accord, ça doit être un rapport de cause à effet entre ça et ça. Non, des fois, on n'a pas accès à l'info. Donc, le pourquoi, je dirais, est presque secondaire, c'est-à-dire que c'est d'abord l'accueil et votre enfant ressent l'émotion, on l'aide à l'accueillir totalement. Et ensuite, peut-être effectivement par des jeux, etc., etc., on va pouvoir déterminer d'où vient l'émotion initiale, peut-être, et le besoin Oui, qui a et été plus satisfait à l'époque. c'est ça. Et des fois, il n'y a même pas besoin. Alors, des fois, oui, il y a besoin et Oui, ça sort et ça, on voit que l'enfant qui était un peu grognon depuis plusieurs jours, on sent que de suite, il y a une libération et ça va mieux. oui, Euh, et puis, des fois, bah, juste de dire à l'enfant, bah, je vois que t'as l'air, t'as mis beaucoup de rouge, par exemple, si on se cale sur les couleurs, dans ton bonhomme, là, t'as l'air juste ça suffit pour qu'il se sente compris et c'est OK, en fait. Alors, si c'est récurrent, effectivement, c'est intéressant de creuser quand même. Il s'agit pas, mais voilà, quand c'est ponctuel comme ça, c'est hyper libérateur. et des fois, c'est même pas leur colère, c'est la colère du parent. Mais oui, Parce qu'en fait, ils ont oui, assisté à une colère de quelqu'un d'autre, oui. et par la contagion émotionnelle, ils ont absorbé cette colère. Donc c'est même pas Mm, leur histoire, c'est l'histoire du mm, parent. Et c'est pour ça que le dessin c'est sympa parce que bon, il faut pas interpréter tous les dessins, il faut pas avoir cet objectif-là. C'est d'abord du plaisir. Le dessin, on va pas rentrer dans des dans des schémas d'analyse. Mais quand un enfant en fait, on le voit comme tu disais, qui dessine un adulte avec les sourcils comme ça ou quoi que ce soit, on dit mais et qu'on essaie de lui demander mais quand c'est que ça s'est produit? Ça aussi, cette question aussi, attention, parce que l'enfant n'a pas le sens de la temporalité jusqu'à 5-6 ans, je crois, où il commence à peu près à se dire, bon, c'est avant-hier, etc., etc. Mais avant ça, il pourra pas. Mais il pourra dire, tiens, ah oui, l'autre fois, il s'est passé ça, on avait regardé un truc à la télé, et puis papa, au moment, bah, elle avait fait cette colère. D'accord. Donc en fait, c'était pas ta colère, en fait, en gros. C'était la colère que tu as observée et que tu as pris pour toi, en gros. Et donc, mm. comme ça, on arrive à donner du sens et on permet à l'enfant de pouvoir délier aussi les situations comme ça, quoi. Donc c'est Et voilà. des fois, ils ont pas compris, et des fois, il suffit juste de leur expliquer aussi. Des fois, Oui, ils ont besoin de mettre du sens, ils ont vu, je sais pas, maman se mettre hyper en colère, et ils ont, contre eux ou même pas, hein, des fois, c'est contre quelqu'un d'autre, et ils ont pas compris. Ils ont juste besoin qu'on leur re-raconte oui, ce qui s'est passé, en fait, pour arriver à y c'est mettre du ça. sens et pouvoir le ranger quelque part. Donc ça, c'est important. Je précise aussi que les raisons pour lesquelles les enfants sont en colère nous paraissent parfois, en tant qu'adultes, dérisoires, pas importantes, et que c'est important d'accueillir peu importe voilà ces émotions, même si ça nous paraît pas être pour une bonne raison. Nous aussi, des fois, d'ailleurs, on est en colère ou on est triste ou et quelqu'un va nous dire oh, c'est rien. Mm. Et il n'y a rien de pire que quand on nous dit ça. Hein. Non, c'est pas rien. Si on le ressent Bien fort, sûr, quoi. bien sûr. Donc pour lui, c'est pas rien. Et alors, ça veut pas dire qu'il faut en faire des caisses, mais dire ah bah je vois en tout cas que ce qui s'est passé là, ça a été difficile pour toi. Et même si c'est l'assiette bleue à la place de l'assiette rose, Tout à on fait. s'en fout. Des fois, pour eux, c'est important avec leur cerveau immature et c'est ok. Alors, encore une fois, il s'agit juste d'accueillir ça et de pas juger la raison pour laquelle, et c'est valable pour les adultes, hein, de pas Oui, juger la raison pour laquelle quelqu'un est en colère ou de dire, bah, j'essaye juste d'accueillir son émotion, de comprendre et de soutenir, en fait, d'être là. oui. Oui, parce que se dire c'est une fausse colère, c'est un jugement et la fausse colère nous empêche d'être empathique en fait, en gros. C'est Donc ça. autant estimer, et d'ailleurs c'est le cas, les enfants ne simulent pas les émotions, donc elles sont réelles pour eux. Donc ils ont besoin qu'elles soient accueillies et guidées dans leur expression, ça c'est évident, parce qu'ils peuvent même se faire mal, par exemple sous le coup de la colère, donc on va les guider, mais en tout cas l'émotion en elle-même mérite d'être, a besoin d'être accueillie. Voilà. Et Bon, bah, comme pour nous, en tant oui, qu'adultes, encore une fois. tout à fait, et même nous en tant qu'adultes, en effet. En effet, ben, c'est ce qu'on fait tous les lundis. Du coup, on donne de la place aux émotions et toutes les émotions sont les bienvenues. Merci beaucoup, Sophie, pour Avec grand ce plaisir. live. Merci à toutes et tous d'y avoir participé. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous. Alors, peut-être pas lundi prochain, puisqu'on est en plein dans les fêtes de Noël, du Ah, coup. alors, probablement pour Euh, donc voilà. Alors, est-ce qu'on fait une trêve des confiseurs? Ah non, on va pas reparler encore d'alimentation. C'est bien ça, on dit bien une trêve des confiseurs, non? Il me semble. je crois. Enfin, euh, bref. On peut faire Euh, une pause pendant les vacances scolaires ouais, et on va puis on faire se une pause. retrouve en 2024. Ce qui n'empêche qu'on est disponible sur nos comptes respectifs, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Et puis voilà, j'espère que vous avez été intéressé. Oui, pardon. Ça, j'ai fait une playlist aussi qui réunit tous les. On peut la mettre là juste après. Oui, On se dit qui réunit tous les lives qu'on a fait là cette année. Donc ça, voilà, oui, si vous voulez aller y jeter un œil pendant les vacances, en attendant que les prochains lives reviennent en exactement, 2024, vous pouvez y aller. Il y en a une bonne dizaine, quinzaine, je sais pas. Donc voilà, on va le exactement. saurait juste après. Et donc atelier gâteau, du coup la prochaine fois, si je comprends bien. Donc On peut parler de la joie, peut-être mettre la joie à l'honneur pour le début 2024. Pourquoi parler ok, de la joie? Plus ok, comme un gâteau. bon parfait. Merci à toutes et tous. Merci Sophie. À tous. À Merci à toi. bientôt Au et revoir. bonne fête à tous. Merci. Bonne fin d'année à tous. Au revoir. Au revoir.